ordinateur ou... Bien, bonjour à tous, et je m'associe à Stéphane pour remercier chaleureusement les laboratoires Bayer qui nous ont beaucoup aidés et beaucoup soutenus pour l'organisation de ce congrès. En particulier, un grand merci à toi, Eric, parce que tu t'es de suite associé à nous, et voilà, je m'associe à Stéphane pour ces remerciements. Donc la fibrillation atriale du sportif en pratique clinique, on va essayer de balayer un petit peu le sujet, qui est assez vaste. Sur une vingtaine de minutes, on va s'appuyer sur un cas clinique pratique pour étayer le sujet. Donc il s'agit d'un cas clinique assez banal. Il s'agit d'un homme de 66 ans qui est ancien militaire de carrière, qui a toujours dans sa vie pratiqué une activité physique soutenue. C'est le genre de patient dont vous connaissez sûrement le profil. Donc, dès l'âge de 30 ans, il pratique beaucoup la course à pied, vers 30 km par jour quand même, la natation, le cyclisme. Et après 50 ans, il ralentit la course à pied parce qu'il a mal au genou, mais il continue la natation et actuellement, il parcourt quand même encore 10 000 km de vélo par an environ. Donc c'est un patient dont l'état physique dépend beaucoup de la pratique physique et psychologique, on va dire, dépend beaucoup de la pratique d'une activité physique quasiment quotidienne. Il présente son premier accès de fibrillation atriale vers l'âge de 60 ans, manifesté essentiellement par des baisses de performance, plus que des palpitations, et c'est souvent le cas chez le sportif. Et pour lesquels donc, le diagnostic est posé, le traitement par cordarone est introduit, on ne sait pas trop pourquoi la cordarone, en tout cas il la tolère mal, il développe une hyperthyroïdie et secondairement donc, la cordarone est remplacée par la flécaïne. À 63 ans, il fait plusieurs syncopes, en fait, pas forcément à l'effort, qui s'avèrent être en fait des pauses de réduction et des bradycardies de réduction de ces accès de fibrillation atriale, qui sont documentés sur Holter-ECG, sur même une exploration électrophysiologique, et il est implanté logiquement un pacemaker. Actuellement, le patient il va bien. La contrôle de sa FA est satisfaisant. Il a une charge de FA qui est autour de 11%, qui le gêne peu. Ce qui est plus difficile, c'est de régler son asservissement à l'effort, puisqu'il a quand même une dysfonction sinusale, donc c'est un petit peu délicat, mais on arrive à s'en sortir. Et on lui découvre une hypertension artérielle essentielle modérée, pour laquelle un traitement par ARA2 est introduit. Alors, quelle est votre attitude thérapeutique et pratique chez ce patient? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre au travers de la présentation. Donc, on aura la réponse à la fin. Donc, la première question qu'on va se poser finalement chez ce patient, est-ce que finalement l'activité sportive chez lui est un facteur de risque de fibrillation atriale? Donc, Laurent Chevalier en a un petit peu parlé. Tout à l'heure, je reprends un petit peu la littérature. Elle est quand même bien étoffée maintenant. Je vous montre la première étude qui s'est intéressée au sujet. C'est une étude, comme souvent, scandinave, où ils ont observé donc, des coureurs d'orientation, tout à fait, qu'ils ont comparé à des contrôles et qu'ils ont suivis sur une dizaine d'années, donc c'était observationnel. Et ils se sont rendus compte qu'il existait une incidence accrue de survenue de fibrillation atriale dans le groupe des coureurs versus le groupe des athlètes, des sédentaires. À noter quand même un âge moyen de survenue à 52 ans et une durée moyenne d'entraînement très longue de 36 ans. Donc il y a eu plusieurs études derrière qui ont repris ce sujet, avec des sports variés, mais souvent quand même des sports à forte composante d'endurance, des marathons, des marathoniens, des cyclistes, des skieurs. Et dans cette méta-analyse qui recensait un petit peu toutes les études sur le sujet, eh bien, la même constatation était faite, c'est-à-dire un risque relatif plus élevé de faire de la FA lorsqu'on était un athlète que lorsqu'on était un sédentaire, avec à peu près le même risque relatif autour de 5. Donc là, il y avait quand même 900 contrôles et 700 athlètes. L'étude la plus récente, peut-être à mon avis la plus impressionnante sur le sujet, c'est cette étude suédoise, donc, qui a repris les données alors ça fait l'objet d'une communication orale à l'ESC, puis ça a été publié en 2013. Ça concerne une course qui s'appelle Vasaloppet, qui se passe en Suède tous les ans. C'est 90 km de ski de fond. Et donc ils ont repris les données de plus de 50 000 athlètes. Ils ont terminé la course entre 89 et 98. Alors les participants, ça va de l'élite à l'amateur, mais amateur sportif. On ne décide pas la veille au soir de faire la course quand même. Et on estime qu'il n'y a pas de hasard, c'est un sport physique sans tactique, on va dire. La performance est forcément liée au volume et à l'intensité d'entraînement, avec un nombre de participation grosso modo qui est proportionnel au nombre d'années de pratique. Et ils ont constaté que plus vous aviez
un temps proche de celui du vainqueur, plus vous aviez un risque relatif de faire de la FA par rapport aux sportifs qui étaient les plus lents, qui mettaient plus de 2,5 fois le temps du vainqueur. Et même chose pour le nombre de participations. Vous aviez d'autant plus de chances de faire de la FA quand vous aviez fait 5 à 6 courses que si vous en aviez fait une. Donc ça vient un peu enfoncer le clou de ce qu'on pensait, mais je trouvais que par la dimension et par le côté original, c'est une vraiment très belle étude. Finalement, la seule étude négative sur le sujet, c'est celle-ci, celle de Pellicia, mais vous voyez, on n'est pas du tout dans le même contexte. Âge moyen des sportifs, 24 ans, sommet de l'entraînement, 38 sports différents, avec uniquement 6 ans de pratique sportive derrière, donc avec une incidence de FA équivalente à celle de la population générale. Donc, ce n'est pas une étude qui vient contredire les précédentes, c'est une étude juste qui vient dire attention, il faut quand même une charge d'entraînement très conséquente pour développer de la fibrillation atriale lorsque vous êtes un sportif. Alors pour les sportifs plus amateurs, c'est un petit peu moins tranché, mais ça ressort. Je vous ai mis l'étude de la Physician Health Study, qui a étudié de manière prospective 17 000 médecins. Et ils constatent quand même que les médecins c'est des médecins, donc ils s'en connaissent que ceux qui font, je ne sais pas quelles sont leurs spécialités, je ne les citerai pas, mais ceux qui font 5 à 7 entraînements par semaine font plus de FA que ceux qui en font moins d'une fois par semaine. Et dans cette étude qui était une méta-analyse, ça sortait pas significatif, mais quand même, ce n'était pas dessiné en plus spécialement pour l'étude de la FA, mais cette étude montrait quand même qu'il y avait une tendance aux sportifs amateurs, cette fois, à faire plus de FA que les sédentaires à Paris. Ça intéresse la communauté scientifique, puisque la FA du sportif, puisque la bourse Philippe Coumel en 2012 a été attribuée à l'étude justement du remodelage électrique chez le marathonien. Donc ça a été proposé à tous les participants du marathon de Paris en 2012, donc les résultats ne sont pas publiés, je ne les ai pas trouvés en tout cas. Et c'est pour vous dire que le sujet intéresse la communauté scientifique actuellement. Alors maintenant, je pense que c'est clair, on sait qu'il y a un lien entre la FA et l'activité sportive, en particulier l'endurance, en particulier chez le sujet d'âge moyen endurant. Alors, on va balayer successivement et assez brièvement, je vais essayer de vous donner les principaux éléments qu'on essaye de donner pour expliquer ce phénomène. Donc, lorsqu'on explique les arythmies, on s'appuie toujours sur le sempiternel triangle de Coumel, donc avec un substrat, un trigger, un déclencheur et un modulateur. Alors, on va les prendre un par un et on va voir ce qu'il y a dans la littérature à ce sujet. Donc, le substrat. Déjà, la première chose, c'est que les sportifs qui font de la FA, ils ont une oreillette plus dilatée que les sportifs qui n'en font pas. Vous pouvez la mesurer dans tous les sens, en volume, en diamètre, volume indexé, diamètre, tout ce que vous voulez. La FA du sportif qui fait l'oreillette du sportif qui fait de la fibrillation atriale est plus dilatée que l'oreillette du non-sportif, du sportif qui n'en fait pas, pardon. Alors pourquoi elle est dilatée? On a quelques explications. Il y a probablement des mécanismes accélérés de fibrose. Ce n'est pas démontré chez l'humain, mais c'est démontré in vitro et chez l'animal. C'est très intéressant cette étude. Ils ont entraîné des rats sur 16 semaines et ils se sont rendus compte qu'après 16 semaines d'entraînement, ces rats développaient de la fibrose myocardique à la fois ventriculaire et atriale avec une majoration de la synthèse de tous les médiateurs, du collagène, par exemple ici l'hydroxyproline. Et ceci fait bien entendu le lit de la rhythmogénicité. Les arythmies sont beaucoup plus facilement inductibles. Si on essaye d'aller encore un peu plus haut dans le raisonnement, pourquoi il y a plus de fibrose? Eh bien, je vous cite juste les deux mécanismes, ça rentre dans le détail, ce n'est pas le sujet du jour, mais sachez que dans la littérature, deux mécanismes sont évoqués pour expliquer cette synthèse accrue de fibrose myocardique et de remodelage de l'oreillette. C'est d'une part la surcharge en volume et en pression mécanique chronique, qui est un fort promoteur de la synthèse de fibrose, et également un focus actuellement dans la littérature sur le rôle de l'inflammation. On sait qu'il y a beaucoup d'inflammation systémique et générale chez les marathoniens par exemple, et on sait que tous ces médiateurs d'inflammation, pas mal d'interleukines, sont des promoteurs de la fibrose myocardique. Donc voilà, c'était juste pour citer ce qu'on retrouve dans la littérature pour essayer de comprendre ce phénomène. Donc on a vu le substrat, le trigger. Alors le trigger, vous le connaissez, donc depuis les travaux en particulier de Michel Sager. Donc, les extrasystoles atriales, en particulier celles naissant de l'ostium des veines pulmonaires, pardon. Donc là, la littérature est très controversée. Y a-t-il plus d'extrasystoles atriales chez les sportifs qui font de l'AFA que ceux qui n'en font pas?
Je vous montre cette étude, je vais vous en montrer deux contradictoires. Celle-ci qui a comparé des anciens cyclistes à des anciens golfeurs. Les anciens cyclistes font plus de FA, donc jusque-là on est dans la logique. Par contre, ont-ils plus d'extrasystole atriale? Non. Donc ça ne sortait pas dans cette étude. Une étude qui dit le contraire. Ici, donc en 2011, équipe de Wilhelm qui dit que si vous avez une charge de course à pied à plus de 4500 heures dans votre vie, bon, il faut faire un calcul divisé par nombre de semaines par jour, par entraînement, etc. Mais bon, si vous avez plus de 4500 heures d'entraînement, eh bien vous faites plus d'extrasystole atriale, donc plus de trigger de l'AFA, donc données à confronter et sujets débattus. Et enfin, le troisième phénomène, mécanisme, on va dire, donc le modulateur, donc là on parle du système nerveux autonome, et donc là, ça c'est le mécanisme probablement le plus cité, en particulier chez les joggeurs, donc c'est l'hypertonie vagale, donc on sait qu'elle favorise le raccourcissement et la dispersion des périodes réfractaires atriales, et on sait que chez le sportif, il y a la balance entre sympathique et parasympathique se déséquilibre à la faveur du parasympathique, et si vous ajoutez par-dessus de la bradycardie de fond, eh bien vous faites le lit de la fibrillation atriale de l'hypertonie vagale qui elle-même favorise la survenue de fibrillation atriale. D'ailleurs, comment se manifeste la FA chez le sportif? Eh bien, elle est plus souvent paroxystique que permanente. Voilà, première constatation. Et deuxième constatation qui vient un peu corroborer la diapositive d'avant, elle est plus à manifestation vagale qu'adrénergique, donc elle survient plus après les repas, voilà, au repos, en période de fatigue nocturne qu'à l'effort. Donc, quelles sont les implications thérapeutiques? Comment traite-t-on les fibrillations atriales du sportif? La prise en charge diffère-t-elle de celle d'un sujet tout venant? Alors, excusez-moi, ça met un peu de temps à charger. Donc, en premier lieu, et en particulier lorsque vous diagnostiquez une FA chez un sujet jeune en pleine activité, vous devez à tout prix, a fortiori si elle est à manifestation plutôt adrénergique, vous devez éliminer une cardiopathie structurelle. Donc en premier lieu la cardiopathie hypertrophique et la DAVD, la CMD, après ischémique bof, et après tout ce qui est métabolique, c'est-à-dire hyperthyroïdie et entre les ordres du métabolisme de la calémie, etc. Mais avant tout éliminer une cardiopathie structurelle. Deuxième chose, et chez le sportif en activité, éliminer un dopage. L'Association mondiale antidopage a publié une liste de drogues qui peuvent agir comme trigger de la FA, donc en particulier au premier rang desquels figurent les stéroïdes anabolisants, le PO, l'hormone de croissance, tout ce qui est stimulant, bêta-adrénergique, alcool, diurétique, amphétamine, donc il y en a un paquet. Donc attention, un jeune sportif qui fait de la FA, allez quand même chercher le dopage caché. Qu'en est-il des recommandations? Il y a une petite encart qui est réservé à la prise en charge de la FA de l'athlète dans les recommandations européennes. Alors, d'une part, le traitement pharmacologique, donc cordarone, effet secondaire chez le jeune à éviter. Bon, chez le sujet âgé, ça rejoint un peu la prise en charge classique, mais bon, chez le jeune, c'est très très embêtant, mais ce n'est pas contre-indiqué en soi. Les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et la digoxine, donc ils sont soit insuffisants, soit interdits, soit ils ont un effet chronotrope négatif, donc très difficile à manipuler chez le jeune sportif qui cherche la performance. Et il reste les antiarythmiques de classe 1A avec toujours la crainte du flotteur lent avec conduction 1 pour 1 par perméabilisation du natrio ventriculaire. Ce qui fait que dans les recommandations, on préconise une attitude de pin in the pocket avec prise sporadique de frécaïne avec arrêt de l'activité sportive et reprise après élimination de cette dernière, donc c'est-à-dire après 1 à 2 de l'IVI, c'est-à-dire en gros la journée suivante. L'ablation, sa place chez le sportif n'est pas complètement déterminée, mais en tout cas son niveau de recommandation il figure au même rang que le traitement pharmacologique, c'est-à-dire en classe 2A. Il y a quelques papiers qui sortent dans la littérature, alors il faut toujours les prendre, je pense, avec précaution, les papiers qui traitent de l'ablation de la FA et de son efficacité, mais en gros, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, ça marche aussi bien, on va prendre le verre à moitié plein, que chez les patients qui ne sont pas sportifs, et deuxièmement, que la reprise d'une activité sportive n'est pas forcément prédictive de récidive de la FA. Donc l'ablation de la FA chez le jeune sportif en particulier en activité, on sait que la FA, c'est néfaste sur la performance du sportif, ça c'est avéré, donc peut-être avoir la main assez lourde et en tout cas la discuter, l'ablation de façon assez précoce chez le sportif.
Qu'en est-il maintenant de l'anticoagulation? Alors là, il n'y a pas vraiment de recommandations spécifiques, donc on va s'appuyer sur les recommandations générales. Donc l'anticoagulation, elle dépend du risque cardio-embolique, donc du SHAPS-2 VASCOR, que vous connaissez tous. Et donc on suit les recommandations, c'est-à-dire lorsqu'il existe un SHAPS-2 VASCOR supérieur ou égal à 2, vous mettez des AVK ou de nouveaux anticoagulants oraux. Lorsqu'il est à 1, vous en mettez, sauf si le 1 est basé que sur le sexe féminin. Et ensuite, les recommandations nous disent en classe 2A que les nouveaux anticoagulants oraux sont probablement supérieurs en bénéfice clinique net par rapport aux AVK dans la fibrillation atriale non valvulaire, bien entendu. Donc c'est l'algorithme de Dessay-Newell qui reprend ce qu'on vient de dire. Donc SHAPS de VASCOR 0, pas d'anticoagulant, 1 anticoagulant, 2 sans discussion anticoagulation avec flèche pleine, préférence pour les nouveaux anticoagulants oraux par rapport aux AVK. Alors juste, j'attire votre attention, et vous le savez tous, mais effectivement, on s'appuie sur le score SHAPS de VASCOR, pardon. Le SHAPS de VASCOR à 0, il pose un problème parce qu'en fait, souvent les patients ils vont se retrouver probablement dans cette catégorie finalement. Et dans les recommandations, ils se sont appuyés pour stratifier le risque cardio-embolique sur le ROR sur V, et en fait, le SHAPS de VASCOR à 0, ils ont attribué un risque relatif d'AVC à 0. Sauf que sur 7329 patients, il n'y en avait qu'un qui avait 0 de SHAPS de VASCOR. Donc, effectivement, il n'a pas fait de l'AVC, donc c'est 0. Mais en fait, ce risque, il n'est pas 0. Et il y a toujours des histoires, on ne peut pas appeler ça des histoires de chasse, mais des exceptions qui malheureusement nous tombent sur le coin de la figure avec des sujets, des SHAPS de VASCOR à 0 qui font un AVC. Donc, on est toujours dans le rapport risque-bénéfice entre risque hémorragique des anticoagulants versus risque cardio-embolique. Et ce SHAPS de VASCOR, il pose, je pense, à 0, il pose des questions à tout le monde. Qu'en est-il des recommandations? Les recommandations ne sont pas très restrictives chez les patients qui font de la fibrillation atriale. Donc, lorsqu'elle est paroxystique et bien contrôlée, vous pouvez faire tous les sports que vous voulez, à condition que le rythme sinusal soit stable et qu'il y ait bien sûr pas de cardiopathie sous-jacente et pas de voies accessoires dangereuses. Et lorsqu'elle est permanente, c'est OK aussi si votre fréquence cardiaque s'adapte correctement à l'effort. Il n'y a pas de place de la recommandation pour la FA paroxystique non ou mal contrôlée. C'est pas ce